Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. La seconde partie de ma vidéo sur Bertrand du Guesclin, de la bataille de Cocherel au siège de Châteauneuf-de-Randon, suivons le chevalier breton sur 20 ans, entre folle chevauchée et combat épique, au service du roi de France. 1360, le traité de Bretigny, confirmé par celui de Calais, met fin temporairement au conflit qui oppose la France à l'Angleterre. Le roi de France Jean II, prisonnier à Londres, est libéré contre une forte rançon. Son fils Charles, qui a assuré la régence, a fait échouer la rébellion parisienne menée par Étienne Marcel, le prévôt des marchands, visant à contrôler le pouvoir royal. Son allié, Charles de Navarre, toujours prêt à profiter du désordre, mais aussi à trahir, n'hésite pas, quand la rébellion tourne court, à faire massacrer les Jacques, ces paysans révoltés, soutien d'Étienne Marcel. En 1363, Jean II est obligé de retourner se livrer en Angleterre. Une question d'honneur pour le roi, suite à la fuite de son fils, le duc d'Anjou, gardé comme otage, qui avait quitté ce royaume au mépris de son serment. Il y meurt le 8 avril 1364. Malgré les nombreuses concessions territoriales faites aux Anglais, l'heure est venue de la reconquête. Les Anglais ont renoncé au duché de Touraine et de Normandie, ainsi qu'aux comtés du Maine et d'Anjou. Charles envoie Bertrand du Guesclin, nommé lieutenant en Normandie, pour s'opposer à notre vieille connaissance, Charles le Mauvais, qui, en plus d'être roi de Navarre, a des possessions en Normandie. Celui qui s'est souvent fourvoyé avec les Anglais a aussi des prétentions sur la succession de Bourgogne et a bien l'intention d'empêcher le sacre du dauphin en lui coupant la route de Reims. Un affrontement va finalement avoir lieu le 16 mai 1364 à Cocherel, dans la région d'Évreux. Les Français se heurtent à une armée hétéroclite composée d'Anglais, de Gascons et de Navarrais. Fidèles à leur tactique, les Anglais se replient sur une butte qu'ils fortifient en attendant la charge des chevaliers français. Mais du Guesclin, qui ne tient pas à imiter Crécy, feint de battre en retraite et entraîne l'ennemi à sa poursuite. C'est alors que les chevaliers français font volte-face et à 1 contre 3 pulvérisent les Anglo-Navarrais. Vaincu, Charles de Navarre se résout à la paix. La Normandie est neutralisée pour quelques années et Charles peut enfin se faire couronner roi de France le 19 mai 1364. Mais voilà que notre dog a de nouveau du pain sur la planche, car la question sur la succession de Bretagne n'est toujours pas réglée. Jean de Montfort, le fils du précédent, assiège Auray avec le capitaine John Chandos, dont la particularité
est de porter une armure blanche, et Olivier de Clisson, futur connétable de France. La ville se rend rapidement, mais le château résiste. L'autre prétendant, Charles de Blois, arrive avec Bertrand du Guesclin pour porter secours aux assiégés. Les deux armées se retrouvent face à face le long de la rivière du Loc, au nord d'Auray. Les chroniqueurs estiment les franco-bretons entre 3500 et 4000 et les anglo-bretons entre 1800 et 2900. Le 29 septembre 1364, au lever du soleil, les deux armées s'avancent à pied pour s'affronter. Un corps à corps furieux s'engage entre les deux camps, car tous veulent que cette bataille soit décisive. La consigne a été donnée de part et d'autre de ne pas faire de quartier à celui des deux prétendants qui viendrait à tomber aux mains de ses ennemis. Au cours du combat, Olivier de Clisson reçoit un coup de hache sur la visière de son aume, qui lui crève un œil. Mais l'affrontement tourne à l'avantage des Anglo-Bretons. Charles de Blois est grièvement blessé et meurt sur le champ de bataille. On vint annoncer la nouvelle à Bertrand, qui résistait toujours. John Chandos, accourant à son tour, lui dit « Messire Bertrand, la journée n'est pas vôtre. » À ces mots, du Guesclin rend son épée, mettant fin à la bataille. Toutefois, les gens de Montfort continuèrent une sanglante boucherie sur les fuyards, et peu d'entre eux purent s'échapper. Après cette victoire, il se rend maître du duché, et par le traité de Quérande, il est reconnu comme seul duc de Bretagne, sous le nom de Jean IV. Quant à Bertrand du Guesclin, il est fait prisonnier dans les geôles anglaises. Une rançon exorbitante de 100 000 livres est exigée par Édouard de Woodstock, le fameux prince noir. 40 000 livres sont payés par le roi de France et le reste par Guy XII de Laval. Une fois libéré, le roi lui confie une nouvelle mission. La guerre a laissé sur les routes des compagnies de soldats que l'on a du mal à payer et que les longues trêves laissent sans solde. Ces compagnies mènent bientôt leur propre guerre, mettant le pays à feu et à sang, en pillant et rançonnant. On demande alors à du Guesclin de les éloigner en les emmenant en Espagne, où une guerre civile déchire la Castille. Il rencontre le roi qui lui fixe ses objectifs. Combattre le tyran Pierre le Cruel, roi de Castille, se débarrasser des Sarrasins et des Juifs, et mettre sur le trône Henri de Trastamare, demi-frère de Pierre, un proche du royaume de France. Il rassemble une armée à Chalon-sur-Saône, où des mercenaires arrivent de tous les coins de France. Il y a des Allemands, Brabançons, Flamands, Picards, Lorrains, Navarrais et même des Anglais. Mais il faut les convaincre de le suivre. Dans un discours, il leur déclare « Le roi de France, pour sauver son peuple, veut que vous veniez avec moi en Espagne pour tuer des Sarrasins et punir de mort le roi Pierre qui a assassiné son épouse. Nous y trouverons bon vin, bonne victuaille et beaucoup d'argent. » Où sont les poulards? J'ai faim! Où sont les gros, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèvres, les pâtés de serre qu'on ripaille à plat ventre? Sur ces bonnes paroles,
on se met en route. L'armée du Guesclin, environ 12 000 hommes, est divisée en deux. Il commande une première compagnie qui passe par la vallée du Rhône, tandis que la seconde est dirigée par Hugues Calvelet, un de ses adversaires de la bataille de Ray, qui passe par le Massif central. Mais rejoindre l'Espagne n'est pas une sinécure. Arrivés en Avignon, les mercenaires n'ont toujours pas vu la couleur de l'argent promis. On négocie avec un envoyé de pape pour obtenir une somme importante. Mais les routiers, n'ayant toujours rien vu venir, se sont mis à piller la région. Apeuré, le pape prélève un impôt sur ses habitants. Faisant ensuite étape dans les Pyrénées, c'est au tour du roi d'Aragon, Pierre IV, qui devait financer une partie de la croisade, de se montrer réticent à honorer sa promesse. Que fait-on alors pour le convaincre? On pille. Finalement, tant bien que mal, il leur fournit une avance, leur promettant le reste à leur arrivée en Castille. C'est le 3 avril 1367, à Nájera, que va se dérouler la première bataille de cette campagne. En application du traité de Libourne, signé par Pierre le Cruel et Charles le Mauvais, le prince noir pénètre par la Navarre en Castille avec son armée et la certitude de remporter la victoire sur les troupes franco-castillanes. Mais du Guesclin, qui connaît bien le prince noir et sa stratégie militaire, déconseille de l'affronter directement et propose, comme à son habitude, une tactique consistant à harceler l'ennemi et à lui tendre des pièges. Malheureusement, Henri de Trastamare refuse de l'écouter, considérant que la victoire sera acquise par une unique bataille. Son frère, le comte de Thelot, accuse même du Guesclin de lâche. Malheureusement, celui-ci avait vu juste. En infériorité numérique, les franco-castillans subissent une cuisante défaite, due en partie à l'effondrement d'une aile de l'armée commandée par de Thelot. Trahison ou lâcheté, la question n'est pas tranchée, mais entraîne la capture du chevalier breton. Libéré sur parole grâce à Hugues Calvelet, il fixe lui-même sa rançon, payée en grande partie par Charles V, mais aussi par l'épouse du prince noir, admirative du chevalier. Mais 2 ans plus tard, le 14 mars 1369, Bertrand et Henri prennent leur revanche à la bataille de Montiel. En infériorité numérique, mais plus unis, ils infligent une lourde défaite aux troupes de Pierre le Cruel, pourtant soutenues par l'armée de l'émirat de Grenade. Du Guesclin oblige le roi à se réfugier dans la forteresse de Montiel. Puis, sous une fausse promesse de libération, il le convainc d'en sortir. C'est alors qu'un de ses lieutenants le capture. Henri Trastamare arrive sur ces entrefaites et s'introduit dans la tente où sont réunis l'état-major français et Pierre Ier. Les deux frères en viennent aux mains. Pierre est maîtrisé et Henri fait signe qu'on lui tranche la tête. Elle est exhibée sur une pique et finit sur les remparts de Séville. C'est ainsi qu'Henri monte sur le trône de Castille sous le nom d'Henri II.
Quant à Bertrand du Guesclin, il revient à Paris en 1370 et reçoit le titre de connétable de France, une sorte de chef d'état-major des armées. Sa grande entreprise va être de chasser les Anglais. Mais contrairement aux habitudes de la chevalerie française, il ne procède pas par des grandes campagnes avec tout l'ost royal, mais préfère reconquérir méthodiquement des provinces entières, assiégeant château après château et utilisant la ruse comme à Niort, où il fait revêtir à ses soldats l'uniforme anglais. Le 4 décembre 1370, à Pont-Valin dans la Sarthe, après une marche forcée depuis Caen de 160 km en 2 jours, Du Guesclin et 200 chevaliers surprennent à l'aube les Anglais et attaquent avec férocité, soutenus ensuite par des renforts. La bataille tourne à la débâcle pour les Anglais. Le capitaine Thomas de Granson est capturé en tentant de poignarder Du Guesclin. Olivier de Clisson s'apprête à l'achever, mais le connétable magnanime s'y oppose. Il va chasser les Anglais de Normandie, de Guyenne, de la Saintonge et du Poitou. En 1378, il participe à la campagne contre la Bretagne, mais quand Charles V proclame l'annexion du duché à la France, il se retrouve partagé entre son attachement au roi et son patriotisme breton. Ne voulant pas prendre part aux actions françaises contre ses compatriotes, il aurait même renvoyé son épée de connétable. Finalement, Charles V lui pardonne et il retourne combattre les Anglais dans le Midi. En 1380, Bertrand est dans sa 60e année. Comme il le confie à Charles V, il se sent vieilli, mais non las. Le roi lui a demandé de libérer le Gévaudan de l'occupation anglaise. Châteauneuf de Randon est un des nombreux châteaux de la région détenus par les Anglais. C'est aussi un refuge de nombreux pilleurs qui écument le pays du Velay. Le 6 juillet, alors qu'il fait le siège de la forteresse, il tombe subitement malade avec une forte fièvre. A-t-il bu de l'eau glacée par une chaleur torride, comme on l'a souvent dit? Quoi qu'il en soit, il rend son dernier souffle. C'est alors que le capitaine Gallard, commandant de la garnison, ordonne à ses hommes de baisser le pont-levis. Il s'avance seul, sans armes, et va déposer les clés de Châteauneuf de Randon sur la dépouille du chevalier, comme un ultime hommage à celui qui, toute sa vie, a combattu avec courage et loyauté. Charles V ordonne son inhumation à la basilique de Saint-Denis afin d'honorer les restes de son fidèle serviteur. Mais comme souvent à l'époque avec les conditions de conservation des corps, sa dépouille est morcelée en 3. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Ses entrailles sont conservées à l'église Saint-Laurent du Puy-en-Velay, son cœur à la basilique Saint-Sauveur de Dinan et ses ossements à Saint-Denis. Charles le rejoindra 2 mois plus tard dans la mort. Cette association entre le roi et son connétable a permis que les Anglais soient presque totalement rejetés du continent, à l'exception de certaines villes comme Calais ou Bordeaux. Le règne de son fils Charles VI s'annonce donc sous les meilleurs auspices.
Enfin, peut-être. Voilà pour la vie mouvementée de Bertrand du Guesclin. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas non plus à aller sur mon compte Instagram Histodot afin de continuer l'histoire. Salut!